Bonjour à tous, donc je m'appelle Quentin Lafont, je suis architecte système chez Sésame et c'est moi qui vais vous faire cette petite présentation sur Sésame plus Capella. Alors du coup, on va faire ça un petit peu en 4 temps. On continuera d'introduire un petit peu le webinaire dans un premier temps. Ensuite, on parlera de quelques fondamentaux, hein. On va faire quelques rappels sur le MBSE, se poser la question de la place de Sésame dans le MBSE. Et puis essayer de bien positionner le problème. Qu'est-ce que ça veut dire faire du sésame dans Capella? Ensuite, sur la partie 2, on rentrera dans le cœur du sujet, hein. On verra les vues sésame un petit peu une par une, hein. On présentera quelques recommandations d'implémentation de ces vues dans l'outil Capella. Et enfin, on aura une petite conclusion pour terminer. Donc, en introduction, finalement, pour ceux qui ne situeraient pas, hein, Sésame, c'est un cadre d'architecture et de modélisation système qui est disponible depuis maintenant plus de 10 ans, qui est utilisé par plus de 10 000 professionnels, hein, qui ont été soit formés, soit certifiés. Il est entièrement compatible avec les différents cadres MBSE qui existent et les différents outils de modélisation également qui sont sur le marché. Donc ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre d'une série qui porte sur l'implémentation du cadre Sésame dans les outils de modélisation. Donc il y avait eu un webinaire précédent sur Enterprise Architect, par exemple, un autre sur Xatis, qui présentait l'outil Xatis, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'outil Capella. Voilà, nos webinaires sont disponibles sur notre site internet, et puis de toute façon, comme le disait Marion, vous aurez le replay de celui-ci à la fin. En termes d'objectifs, voilà, le but ici, ça va être, pour ce webinaire, ça va être de comprendre les 4 piliers fondamentaux du MBSE, savoir positionner Sésame dans le MBSE par rapport à ces 4 piliers, finalement, qu'est-ce qu'apporte Sésame. Et puis enfin, hein, je pense que c'est surtout le dernier point qui vous intéresse aujourd'hui, c'est avoir les clés pour se lancer dans l'implémentation du Sésame dans l'outil Capella. Donc voilà, j'espère que ça correspond à vos attentes pour ce webinaire. Donc on va attaquer par les fondamentaux et on va parler des 4 piliers du MBSE. Et avant ça, on va faire un mini rappel très bref sur le MBSE. Le modèle Based Systems Engineering MBSE, donc c'est l'application d'un processus de modélisation formelle qui vient en soutien des activités de spécification, conception, analyse, vérification et validation d'un système. Et ça, c'est vrai tout au long du cycle des développements, des phases d'avant-projet aux phases de vie en service et aval. Et donc, au cœur de cette ingénierie des systèmes basée sur les modèles, il y a un modèle qui est cohérent et intégré, qui nous permet de faire tout un tas de choses, voilà, de valider l'architecture, de pouvoir réutiliser des éléments d'architecture, des actifs qui ont potentiellement été créés antérieurement, pouvoir générer des produits dérivés à partir de produits qui existent déjà, être en capacité de générer des livrables, des documents à partir de ce modèle-là, pouvoir se connecter à d'autres outils d'ingénierie, hein, notamment des outils métiers, et enfin pouvoir extraire, générer des vues qui se concentrent sur une problématique particulière pour pouvoir discuter avec des disciplines, des métiers particuliers. Donc voilà pour le MBSE. Alors ce MBSE-là, en fait, on va voir qu'on peut le voir comme un langage. Le MBSE, en fait, est un langage. Et pour essayer de vous en convaincre, on va comparer le MBSE d'un côté avec le grec de l'autre. Et en fait, la caractéristique d'un langage, c'est qu'il est constitué de 3 couches. Une couche syntaxique, la syntaxe, une couche sémantique, et puis une couche pragmatique. Alors, quelles sont ces couches? La syntaxe, finalement, elle s'intéresse à la validité des objets élémentaires. Donc, par exemple, ça peut être le respect de l'orthographe, le respect de la grammaire. Finalement, elle s'intéresse à comment on code l'information, comment on nomme les choses, comment on les représente.
Côté langue grecque, on a par exemple tsva, donc un mot de 3 lettres avec certaines symboliques, des lettres qui sont différentes de notre alphabet. Et puis de l'autre côté, pour le MBSE, bah, on a choisi de faire cette petite boîte rouge avec du texte écrit dedans, une flèche qui rentre, une flèche qui sort, du texte sur les flèches et puis des bouts arrondis autour du carré. La syntaxe ne porte pas vraiment de sens. Elle n'est là que, elle porte sur vraiment la représentation. La couche suivante, la sémantique, elle porte la signification, le sens de ces objets élémentaires ou d'un ensemble d'objets élémentaires. Donc ça peut être la signification d'un mot, la signification d'une phrase. Donc en l'occurrence, tsva en grec, ça fait référence aux animaux. Et donc du coup, pour notre exemple côté MBSE, ben, en fait, ce qu'on comprend ici de cette petite représentation, c'est que en service, c'est une phase de vie qui débute lorsque le système est sous tension et qui prend fin lorsqu'il est mis hors tension ou tombe en panne. Donc vous voyez ici que il y a bien une distinction entre la sémantique et la syntaxe. On peut nommer des choses de la même façon et dans des contextes différents, ils ne vont pas dire la même chose. Et inversement, on peut nommer des choses de manière différente et en fait, ils ont la même signification. Et enfin, la dernière couche du langage qui nous intéressera un petit peu moins pour la suite de l'exposé, mais qu'on présente quand même ici, c'est la pragmatique, qui, elle, finalement, représente la valeur de la sémantique en situation. Donc, ça peut être la valeur d'une idée exprimée par une phrase dans un contexte donné. Donc, par exemple, pour le grec, si je dis les animaux meurent dans un discours à l'ONU, voilà, ça n'a pas la même valeur que si je fais dire à un personnage dans une pièce de théâtre, hein, l'image qui est représentée ici, les animaux meurent. Donc on n'en tire pas la même valeur, ce n'est pas le même impact, ce n'est pas la même conséquence. Et du coup, côté MBSE, bah, la valeur qu'on tire de cette phase de vie, c'est de se dire que lorsque le système est dans cette phase de vie, il est exposé voilà, à des conditions particulières qu'il faut prendre en compte lors de sa conception. Donc finalement, le MBSE, c'est une sorte de langage, hein. La valeur réside dans la conception du système que le modèle, qui est constitué d'artefacts, de données élémentaires, permet de faire émerger. Il y a la discussion. Donc voilà, c'est surtout la différence entre syntaxe et sémantique qui va être importante ici pour la suite de notre expo. Et donc finalement, on va parler des 4 piliers du MBSE tout à l'heure, qui sont les suivants. Ils sont fondamentalement différents, mais intrinsèquement liés. Vous allez, je pense, rapidement comprendre pourquoi. Donc, tout d'abord, on a un cadre d'architecture hein, qui offre des conventions et des règles pour organiser les modèles, globalement. Ce cadre d'architecture, il est implémenté, on va dire, en utilisant un langage de modélisation qui offre une syntaxe et une sémantique pour représenter de l'information. Le langage de modélisation, il a toujours une partie syntaxique, mais il a également toujours une partie sémantique. Il y a du sens derrière. Ce langage de modélisation, finalement, il est exploité, il est implémenté dans un outil de modélisation. Il implémente des fonctionnalités de base pour créer ce modèle, justement, et utiliser, exploiter ce langage de modélisation. Et enfin, il y a une méthode voilà, qui offre un processus et des étapes pour décrire un système, pour finalement construire le modèle du système en question. Donc, pour résumer, pour faire du MBSE, il nous faut un cadre représenté avec un langage de modélisation, implémenté dans un outil en suivant une méthode bien particulière. Finalement, Sésame, le cadre Sésame, il fournit un cadre d'architecture et une méthode qui sont suffisamment génériques et simples pour être représentés avec n'importe quel langage de modélisation dans n'importe quel outil. Donc c'est vraiment l'approche Sésame, hein, c'est ce qu'on appelle être agnostique des outils, mais agnostique des outils, agnostique des langages de modélisation, ce qui nous permet voilà, d'être implémentable globalement dans tous les outils de modélisation et tous les langages de modélisation. Maintenant qu'on a posé ces bases, ça va nous permettre, je pense, de mieux comprendre ce que signifie
implémenter Sésame dans Capella? Quel est le problème qu'on se pose? Et en fait, c'est celui-ci. D'un côté, on va avoir Sésame, qui est donc un cas d'architecture, une méthode, avec une sémantique et une syntaxe propre, donc qui porte sur les objets, les relations entre objets, les vues qui existent. Et d'un autre côté, on a l'outil Capella, qui finalement implémente le langage de modélisation ArcML et lui-même cohérent du cadre de l'architecture Arcadia, qui offre de ce côté-là, ben pareil, une syntaxe et une sémantique propre avec des objets, des relations entre objets, des vues. Et donc ici, bah, la syntaxe et la sémantique de ces deux mondes finalement est forcément différente, en tout cas en partie. Et la question qu'on peut se poser, c'est différentes certes, mais est-ce qu'elles sont vraiment incompatibles ou est-ce qu'au contraire, ça se passe bien? Et donc, la problématique de Sésame dans Capella, en fait, c'est celle-ci, c'est comment représenter au mieux les éléments Sésame en utilisant les éléments ArcML implémentés dans Capella. Et quand on dit au mieux, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en respectant au maximum les sémantiques associées, en évitant les contresens, en évitant les conflits de syntaxe, et en garantissant de pouvoir voilà, tracer toutes les relations entre objets qui existent dans Sésame, et de pouvoir construire toutes les vues qui existent dans Sésame dans l'outil KPA. Donc quand on considère ça, c'est là que ça peut être intéressant de se reposer très rapidement la question quelles sont les différences fondamentales entre Sésame et Capella. Donc pour représenter rapidement chacun des cadres, on vous affiche ici la pyramide Sésame, hein, avec avec trois visions principales qui permettent de décrire n'importe quel système. Hein. Une vision opérationnelle, où on se pose la question du pourquoi le système existe, quelle est sa raison d'être, quels sont les services à fournir à l'environnement. La vision fonctionnelle qui se pose la question du quoi, qu'est-ce que fait le système, quelles sont les fonctions à réaliser, quel est son comportement. Et enfin, la vision organique, la vision du comment, qui dit bah, comment je réalise ces fonctions, quelles sont les ressources concrètes dont le système est constitué. Trois visions dans le cas de Sésame, et puis 5 aspects ou 5 colonnes qu'on affiche ici sous la grille Sésame. Donc on a les propriétés attendues, donc les besoins, les exigences, des vues dynamiques, donc des diagrammes d'état, des scénarios, des vues statiques, donc principalement des hiérarchies et des diagrammes d'interaction, et enfin un aspect dédié à la notion d'interface. Côté Arcadia, le paradigme est un petit peu différent. Il y a 4 couches différentes, l'analyse opérationnelle, l'analyse système, l'architecture logique et l'architecture physique, et 8 aspects. D'ailleurs, on peut voir ici déjà que dans les 8 aspects, il y a des éléments fonctionnels et structurels qui pourraient faire un petit peu penser aux différentes couches qu'on avait dans le cadre Sésame. Et donc, vous voyez que ce n'est pas tout à fait naturel le passage de l'un à l'autre, ou en tout cas la transcription n'est pas forcément évidente au premier coup d'œil. Donc si on fait une analyse comparative assez haut niveau de ces deux cadres, il faut déjà rappeler qu'ils ont des principes fondamentaux en commun. Hein. Ils placent l'architecture système au cœur de l'ingénierie système. Ils considèrent l'architecture système comme une approche qui doit être collaborative et itérative. On sépare explicitement l'espace du problème, des besoins, des problèmes à résoudre, des services à fournir, et l'espace de la solution d'un autre côté. Et puis, le fait que les spécifications textuelles, hein, ce qu'on a appelé les propriétés attendues tout à l'heure, soient développées de manière concurrente, cohérente, au vu d'architecture, au modèle. In fine, le fait de partager ces grandes caractéristiques, ces grands principes fondamentaux, font qu'ils ont globalement le même contenu et ont globalement la même capacité d'architecture, malgré tout de même des organisations différentes du modèle. En effet, dans Sésame, chaque couche couvre une perspective, opérationnelle, fonctionnelle, organique,
a plusieurs niveaux d'abstraction. C'est-à-dire que dans la couche fonctionnelle, on peut parler aussi bien d'une fonction qui est de niveau système que de sous-sous-sous-sous-fonctions, qui sont finalement des fonctions qui s'attribuent à des sous-sous-sous-sous-systèmes. Dans Arcadia, le parti pris est presque orthogonal, hein, c'est pour ça qu'il y a ce petit dessin à droite, puisque en fait, chaque couche couvre plusieurs perspectives, mais à un niveau d'abstraction donné, un niveau d'abstraction fixé. C'est notamment ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Ici, finalement, on voit que fonctionnel, il y a des aspects fonctionnels et structurels sur les différentes couches. Donc c'est plutôt traité en aspect ici. Bon, ces différences d'organisation du modèle ont quelques conséquences qui n'impactent pas forcément directement l'implémentation de Sésame dans Capella, mais on va en dire quand même un mot. En termes de suivi de maturité, la différence, ça va être que dans Sésame, ça va être beaucoup plus facile de suivre la maturité des différentes perspectives puisqu'elle est explicite à travers le fait qu'on change de couche, alors que le niveau d'abstraction est implicite puisqu'on ne change pas de couche. Côté Arcadia, bien sûr, ça sera l'inverse. En termes de couplage entre couches aussi, côté Sésame, ce qui va se passer, c'est qu'on aura un jeu d'éléments qui sont cohérents au sein des couches et à travers les couches. Ces couches seront donc fortement couplées et il y aura une faible répétition des données entre les couches. Côté Arcadia, c'est un petit peu différent. On va avoir plusieurs jeux d'éléments cohérents, mais qui sont surtout cohérents au sein des couches et pas forcément entre les couches. Ces couches-là seront donc faiblement couplées et avec une répétition de données, du coup, un peu plus importante. Et enfin, en termes de déploiement, Sésame va être très itératif entre les couches. On n'hésitera pas à faire des allers-retours entre la couche opérationnelle, fonctionnelle, organique. Alors que Arcadia a une approche beaucoup plus séquentielle de passer d'une couche à l'autre. Donc voilà, j'espère que cet aspect orthogonal est assez clair, ou en tout cas qui vous permettra de mieux comprendre finalement les propositions d'implémentation de Sésame dans Capella qui vous seront faites dès maintenant. Donc, Sésame dans Capella, on va passer une par une, j'allais dire, en revue les différents types de vues, puis on a fait quelques groupes, hein, les vues statiques, les vues dynamiques et les interfaces. Concernant les vues statiques, alors dans cette section, toutes les planches auront un petit peu la même tête. C'est un tableau, vous avez les vues Sésame en première colonne, les vues Capella qu'on propose d'utiliser pour implémenter ces vues Sésame en deuxième colonne, et enfin la troisième colonne où on rentre un petit peu plus dans le détail. On vient finalement donner une correspondance d'artefacts et puis avec une petite illustration du diagramme Capella. Donc ceci étant dit, dans les vues statiques, les premiers types de vues qui existent, ce sont les hiérarchies, les décompositions. Et donc là, il y en a j'allais dire une par couche. Hein. Donc côté opérationnel, on a la hiérarchie des parties prenantes, côté Sésame. Ici, on recommande d'utiliser deux vues, côté Capella, l'Operational Entity Breakdown et le Contextual System Actor. Pourquoi deux vues ici, c'est pour un critère de respect, on va dire, de la sémantique associée à Arcadia, à Capella. Et dans l'Operational Entity Breakdown, on va du coup plutôt capturer les systèmes externes, les parties prenantes qui influencent notre système d'intérêt, alors que dans le Contextual System Actor, on va plutôt capturer les acteurs, finalement, les systèmes externes, les parties prenantes qui interagissent directement avec notre produit, avec notre système technique. Donc finalement, un système externe Sésame, dans Capella, on le modélisera en utilisant soit une operational entity, soit un operational actor, soit un système actor. Donc les deux premiers étant dans l'operational entity breakdown et le système actor étant dans le contextual system actor. Et pareil, pour les relations de spécialisation, généralisation entre ces différents systèmes externes, on utilisera soit le contain in qui est lui disponible dans l'OEBD et la généralisation d'acteurs qui est plutôt disponible dans le CSA.
Côté décomposition fonctionnelle, functional breakdown structure, mais ici, on a des vues qui sont sensiblement équivalentes côté Capella, function breakdown, et vous voyez que ces vues-là, elles existent dans 3 couches différentes, système analysis, logical architecture et physical architecture, puisque ça dépend un petit peu du niveau d'abstraction auquel on souhaite travailler. Donc, d'où l'explication en amont sur le fait que c'était orthogonal. Ici, vous voyez qu'on va devoir choisir un petit peu dans quelle couche on veut travailler côté Capella, alors que le FBS côté Sésame, j'allais dire, est valable quel que soit le niveau d'abstraction. Du coup, en termes d'artefacts, les fonctions Sésame seront des fonctions Capella, soit de niveau système, soit dans la couche logical, soit dans la couche physical. Et puis les relations de composition, pareil, on utilisera une relation de contenance, comme c'est nommé dans Capella. Pour la décomposition du système en sous-système, pour le PBS, et ben là, c'est un petit peu pareil. On a deux décompositions disponibles qui suivent la même logique, le component breakdown, dans la couche logique et dans la couche physique. Encore une fois, il faudra se poser la question à quel niveau d'abstraction on veut travailler. Et du coup, les composants seront représentés par des logical components ou des physical components, et la relation de composition, de la même manière que les autres diagrammes, on utilisera une relation qui s'appelle plutôt de la contenance. Ensuite, côté diagramme d'interaction. Donc là, vous voyez, ça va être un petit peu plus compliqué, fallait dire. Côté diagramme d'environnement, eh ben, là, on va retrouver un petit peu la même séparation qu'on avait tout à l'heure sur les systèmes externes. L'Operational Architecture blank, l'OAB qui va, lui, capturer les influences des systèmes externes qui influencent notre système d'intérêt. Alors que sur le SAB, le système architecture blank, on va retrouver les systèmes externes qui interagissent directement avec notre produit, notre système d'intérêt. Et donc, en termes d'artefacts, le système externe sera représenté, comme on a dit finalement sur la planche précédente, par Operational Entity, Operational Actor, si on se trouve dans un OAB, ou System Actor si on se trouve dans un SAB. Le système d'intérêt sera soit une Operational Entity si on se trouve dans l'OAB, soit un objet qui sera de toute façon déjà créé, mais qui sera de type System Component si on travaille dans le SAB. Et enfin, les interfaces opérationnelles seront modélisées soit par des Operational Interactions, si on est dans le OAB, soit par des Component Exchange, si on est dans un SAB. Ensuite, diagramme d'interaction fonctionnelle. Donc ici, vous voyez, il y a 6 vues Capella, donc ça peut paraître beaucoup. Et en fait, il y a 2 types, vous voyez, Architecture Blank et le Data Flow Blank. Et ensuite, ces 2 types sont finalement dérivés, j'allais dire, dans chaque couche, un système logique physique. Alors, l'architecture Blank, on va plutôt l'utiliser pour avoir une vue exhaustive assez haut niveau des interactions entre les fonctions et les systèmes externes, alors que le Data Flow Blank est plutôt destiné à faire un zoom sur une problématique spécifique, que ce soit une fonction, un use case, voilà, pour rentrer un peu plus dans le détail. Donc, les systèmes externes vont être représentés ici en fonction de la couche dans laquelle on travaille par des acteurs, mais qui sont soit systèmes logiques ou physiques. Les interfaces fonctionnelles seront représentées par Functional Exchange, qui est donc ici l'équivalent parfait, j'allais dire. En revanche, ici, voilà, j'ai mis un petit, le petit carré en rouge. Le fait d'utiliser des Functional Exchange dans Capella fait que ces Functional Exchange-là ne peuvent intervenir qu'entre 2 objets qui sont de type fonction. Or, dans Sésame, on a droit de faire interagir une fonction, soit avec une autre fonction du système d'intérêt, soit avec un système externe. Ici, c'est pas possible. Donc, pour pouvoir rendre ça possible, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre système externe et on va, à l'intérieur de celui-ci, on va créer finalement une system function ou une logical function ou une physical function
pour pouvoir créer cet échange fonctionnel et qui représentera tout simplement notre système externe. Le système d'intérêt, lui, sera un component, soit de type système, soit de type logique, soit de type physique, en fonction, encore une fois, de la couche dans laquelle on travaille, du niveau d'abstraction qu'on veut gérer. Et la fonction, en cohérence aussi avec ce qui a été présenté plus tôt, sera soit une system function, logical function ou physical function. Côté diagramme d'interaction organique, alors ici, on va travailler sur des architectures Blink également, mais qui seront soit logiques, soit physiques, puisque dans la couche analyse système, côté Capella, on ne décompose pas encore le système en sous-système, donc le système architecture Blink ne pourrait pas nous aider ici. Pour les systèmes externes, on est toujours cohérent, c'est la même chose, donc je vais passer vite. Les interfaces organiques, on va utiliser ici des component exchange, de manière aussi assez naturelle. Le système d'intérêt, c'est pareil que précédemment, donc je vais passer vite aussi. Et les composants, eh bien ici, le composant le sous-système, on va dire, qui existait côté Sésame, on aura le choix de le faire en logical component et en physical component, toujours pareil, en fonction du niveau d'abstraction qu'on souhaite gérer et la couche, en fonction de la couche dans laquelle on évolue. Enfin, pour conclure sur les vues statiques, le diagramme de cas d'utilisation. Et donc ici, on propose d'utiliser un Mission Capabilities Blank, côté Capella, en représentant les cas d'utilisation soit par des missions, soit par des capabilities, en fonction voilà, du niveau également de ce cas d'utilisation, si on a défini des sous-cas d'utilisation ou non, et les systèmes externes qui finalement interviennent dans ces cas d'utilisation seront représentés par des systèmes acteurs. Donc voilà, j'espère que sur ces vues statiques, c'est un petit peu clair et c'est cohérent. Et je vous propose de continuer sur les vues dynamiques et vous verrez qu'en fait, on va utiliser un certain nombre de choses qu'on a déjà définies pour ces vues statiques. Donc, premier type de vue dynamique, et il y a tout ce qui est diagramme d'état. Encore une fois, côté Sésame, on en a une vue par vision, par couche. Le diagramme de cycle de vie, le diagramme de mode fonctionnel et le diagramme de configuration technique. Côté Capella, on va pouvoir utiliser un seul type de vue pour ça, qui est le mode state machine. Ce qui va donner finalement, pour les transitions qui existent dans ce type de diagramme, il y a un objet qui s'appelle transition, donc qui est assez naturel à utiliser côté Capella. Et pour les états, que ce soit une phase de vie, un mode fonctionnel ou une configuration technique, on va utiliser soit un mode, soit un état, côté Capella. Il faut savoir que côté Sésame, cette distinction entre mode et état n'existe pas. Donc, lorsqu'on implémente Sésame dans Capella, soit on choisit de garder ça de manière indiscriminée, et dans ce cas-là, on convertit tout simplement le diagramme de cycle de vie en mode state machine, et on choisit soit des modes, soit des états de manière complètement arbitraire, et on fait pareil pour les autres modes, pour les autres diagrammes d'état, les modes fonctionnels et puis les configurations techniques. Soit on se dit que c'est intéressant d'utiliser cette distinction entre mode et état que fait Capella Arcadia, et dans ce cas-là, il faudra se poser la question de peut-être convertir un diagramme de cycle de vie en peut-être un diagramme mode state machine qui se concentrera sur les modes et un autre qui sera concentré sur les états. Ensuite, l'autre type de vue dynamique, ce sont les scénarios, bien sûr. Côté scénario opérationnel, ce qu'on propose, c'est d'utiliser un exchange scénario. Et donc finalement, avec ce type de vue, on va pouvoir utiliser des systèmes acteurs pour représenter des systèmes externes, le système d'intérêt qui sera un système component, et les interfaces opérationnelles qui seront des component exchange. Encore une fois, on est cohérent avec ce qu'on a défini au côté vue statique. Et peut-être qu'il faut préciser ici, mais je pense que vous l'avez compris, c'est que cet exchange scénario, en fait, il est disponible
dans différentes couches côté Capella. Ici, pour le scénario opérationnel, on va plutôt utiliser la couche système. Vous voyez, on a les systèmes acteurs, système component et component exchange. Ensuite, côté scénario fonctionnel. Et bien, là, on a une vue qui colle parfaitement côté Capella, hein, qui s'appelle Functional Scenario. Donc, toujours pareil, en cohérence avec ce qu'on a défini côté vue statique, les fonctions, on a un objet fonction qui colle parfaitement. Les interfaces fonctionnelles, pareil, Functional Exchange. Et ici, on retrouve un peu cette petite boîte rouge qu'on avait expliquée juste avant, qui est un petit peu notre doublon de système externe pour pouvoir créer un échange fonctionnel entre une fonction au sens Sésame et un système externe au sens Sésame. Donc, pour faire ça dans Capella, eh ben, on est obligé de transformer notre système externe en fonction un petit peu factice. Le scénario organique, ensuite, eh bien, c'est pareil, on va utiliser un exchange scénario ici, mais cette fois au niveau des couches logiques ou physiques. Donc le système externe sera soit un logical actor, soit un physical actor. Le composant, toujours pareil, la même chose, soit un composant logique, soit un composant physique. Et l'interface organique, elle, sera un component exchange. Donc voilà pour les vues dynamiques. Il nous reste à parler des interfaces. Donc côté interface, ça va être un petit peu la même histoire que pour les vues dynamiques. Côté interface, on va avoir des interfaces opérationnelles, fonctionnelles ou organiques côté Sésame, et on va pouvoir les spécifier avec le class diagram blank côté Capella. Donc, globalement, les interfaces seront représentées par un objet qui s'appelle Exchange Item, côté Capella. Les relations entre ces interfaces, voilà, il y a tout un jeu de relations qui est disponible côté Capella sur ce type de diagramme, donc normalement vous devriez avoir tout ce qu'il faut sur les relations de composition, d'association, etc. Les flux échangés à l'intérieur de ces interfaces, on vous propose d'utiliser des classes. Et quant aux exigences d'interface, eh bien, finalement, on vous propose d'utiliser des éléments, des objets qui s'appellent des properties. Alors, juste avant de passer à la conclusion, vous vous demandez peut-être pourquoi on n'a pas parlé des exigences, des besoins des exigences, finalement, des propriétés attendues. Alors, on a fait le choix de ne pas en parler ici pour plusieurs raisons. Parce que dans Capella, voilà, il y a une certaine diversité des solutions qui existent, hein. Il y a une fonctionnalité native de l'outil. Il y a aussi possibilité d'avoir un add-on via un viewpoint. Il y a d'autres solutions aussi qui existent avec des outils un peu plus complets, mais qui incluent cette fonctionnalité de gestion des exigences. Donc ça aurait été peut-être un petit peu court ce webinaire pour traiter tous les cas. Et puis ensuite, deuxième raison pour laquelle ça n'a pas été traité ici, finalement, l'implémentation des besoins exigences version Sésame, j'allais dire, en exigence Capella Arcadia est relativement naturelle et pose, j'allais dire, moins de difficultés, moins de problèmes que les vues, comme on l'a vu ici, où il y a quand même quelques petites subtilités. Donc, pour conclure, j'espère que vous en êtes convaincus, mais on va voir dans les questions si c'est le cas. Sésame est parfaitement implémentable dans Capella, hein, fidèle à son positionnement agnostique. Cela nécessite quand même simplement une analyse comparative des cadres sous-jacents. On vous a présenté les grands principes en se posant la question finalement quels sont les écarts de sémantique de syntaxe. Les principes vous ont été présentés. Bien sûr, quand on fait l'exercice en réel, il faut aller un peu plus dans le détail, se poser la question artefact par artefact. Comment il est représenté, quelles sont les relations logiques qui peuvent exister entre cet artefact et les autres, et est-ce que ça colle avec l'outil. Ensuite, j'ai utilisé le mot de proposition à plusieurs reprises, je pense.
Ici, l'implémentation qui vous a été présentée, c'est une proposition, c'est une implémentation possible. À vous de l'adapter à votre contexte, à vos pratiques actuelles et à votre chaîne outillée. Voilà, il y a des choix d'implémentation qui peuvent avoir des conséquences si vous avez des outils métiers connectés derrière, qu'il faut prendre en compte. Nous, on s'est concentré finalement en termes de critères. Je pense que vous l'avez compris quand on vous a présenté le principe d'analyse comparative et le positionnement du problème. On s'est concentré sur un critère, j'allais dire, de respect de la sémantique et j'allais dire en suivant des principes naturels. Il peut y avoir d'autres critères qui existent avec des niveaux d'importance différents. On peut dire, est-ce que c'est accessible? Est-ce que justement le mapping, j'allais dire, de Sésame à l'outil Capella est facile à comprendre, au-delà du respect intrinsèque des sémantiques propres? Et aussi, est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est ergonomique à utiliser cette implémentation, à la fois pour ceux qui vont consulter le modèle et à la fois pour ceux qui vont devoir le créer? À ce sujet, sachez qu'on est très intéressé par vos retours sur cette implémentation, soit pour nous dire que c'est une implémentation sensiblement équivalente que votre idée, ou bien même si vous avez choisi une implémentation complètement différente, là on est très intéressé d'avoir vos retours là-dessus. Et puis enfin, pour aller plus loin, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter pour vos besoins d'accompagnement. On travaille beaucoup sur ces sujets en ce moment. On a des formations dans la modélisation système. On peut aussi modéliser directement vos systèmes dans les outils. C'est à partir d'une modélisation qui peut être un peu moins formelle que ce qu'on peut faire dans les outils. Et puis également, on a toute une offre de conseils en modélisation système sur soit la stratégie d'implémentation dans des outils particuliers, euh, un petit peu global, ou alors pour un projet donné, on peut aussi vous conseiller sur une stratégie de modélisation, en particulier pour un système d'intérêt, un projet donné. Voilà qui conclut ce webinaire. Je vous remercie de votre attention.